Sans plus tarder, on va laisser la parole. Alors du coup, toujours sur le versant IA, le service que ça peut apporter aux patients. Et là, j'invite Sarah Amrani à me rejoindre, qui est directrice projet Garantie humaine IA pour Éthique IA, et Monsieur Gruson, David Gruson, qui est directeur programme de Santé Lumnes et fondateur d'Éthique IA, qui doit être en ligne et connecté. Oui. Et bonjour, bonjour Monsieur Gruson. Vous nous entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Et vous-même, tout va bien? Super, c'est parfait. Voilà, Avez-vous besoin de écoutez, passer les diapos? oui, alors Sarah que je remercie d'être avec vous, va assurer l'essentiel de la présentation. Un petit mot pour vous remercier de votre invitation, saluer vraiment l'extrême qualité des interventions auxquelles j'ai assisté, et notamment les dernières, ce qui permettra d'aller plus vite sur les cas d'usage de l'IA. Remercier l'ARS de Normandie qui, je le sais, sous l'impulsion d'Élise Noguera et maintenant Thomas Doroche, a été une des premières à porter le sujet de l'IA en santé. C'est des sujets qu'on évoque, nous, côté Etikia, avec les établissements avec qui on travaille. On est opérateur du marché national d'accompagnement à l'IA de l'ANFH. J'ai l'occasion d'échanger assez souvent sur ces sujets avec Frédéric Varnier et Véronique Desjardins pour les 2 CHU de la région. Et on a pu accompagner le CHU de Caen, notamment sur un projet avec le professeur Touzé sur l'AVC, que j'ai vu aujourd'hui pour les assises HU. C'est pour ça que je ne pouvais pas être avec vous. Donc là, on va essayer avec Sarah, encore une fois en étant très synthétique, puisque l'essentiel a été dit sur les cas d'usage, de vous parler du contexte de régulation éthique positive, sujet que moi j'ai la chance de suivre avec Brigitte Serroussi et la cellule éthique du numérique en santé, avec un guide méthodologique qui a été publié l'an dernier par la DNS, et un élément d'actualisation forte qui est l'adoption de cet accord dans le cadre du trilogue sur le règlement européen sur l'IA, qui porte cette notion de garantie humaine, d'obligation de supervision des systèmes d'IA qui vous ont été présentés par les professionnels et les représentants des patients. Donc, je vais te laisser, Sarah, dire quelques mots sur ce cadre avant que je ne revienne sur la partie cas d'usage. Ça fonctionne pas. Alors bonjour à tous. Je suis Sarah Amrani, donc je suis juriste spécialisée en réglementation de l'IA, et donc je travaille au sein d'Ethic IA sur le principe de garantie humaine et la construction de méthodologies de supervision des algorithmes d'IA en santé. Donc pour vous expliquer, donc la garantie humaine, c'est l'idée de ne pas laisser les algorithmes d'IA opérer indépendamment de tout regard humain. Et donc l'idée, c'est de créer des méthodologies qui soient pertinentes pour inclure l'humain et répondre à un certain nombre de problématiques éthiques qui ont été très bien expliquées juste avant, mais parmi lesquelles, donc, effectivement, la responsabilité, l'acceptabilité, l'explicabilité aussi des algorithmes, qui impliquent donc tout ce qui est phénomène de boîte noire, et effectivement, comment faire en sorte que les professionnels de santé s'approprient ces outils et ne soient pas justement juste des êtres humains qui vont être placés pour appuyer sur un bouton et être en quelque sorte des boucs émissaires de responsabilité, puisque la conception européenne veut que les IA n'aient pas la personnalité juridique, ce qui fait que pour déterminer les responsabilités, il faut que l'IA soit appréhendée comme un outil d'aide à la décision qui va influencer son environnement et donc influencer l'être humain qui va prendre la décision, mais qui doit avoir tous ces outils-là en main pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Donc le cadre un petit peu de ce principe de garantie humaine, donc il a été reconnu dans l'avis 129 du Comité consultatif national d'éthique, qui est devenu ensuite l'article 17, donc dans la révision de la loi de bioéthique, donc d'août 2021. On a également ce principe qui est présent dans un rapport de l'OMS sur l'éthique et la gouvernance de l'IA en santé, et qui rapproche cette supervision humaine de l'obligation de rendre des comptes et de la responsabilité. Et ensuite, effectivement, comme le mentionnait David, on a
tout ce cadre juridique européen de l'IA qui est en construction et qui a d'ailleurs fini son processus législatif très récemment, donc le 8 décembre, avec le trilogue, donc qui est l'accord entre toutes les instances européennes, autour de la version finale du texte, qui devrait être adoptée en tout début d'année prochaine. Et donc, effectivement, ce texte va poser un cadre juridique pour l'IA qui sera mise sur le marché européen, dont les IA qui sont utilisées en santé, avec un certain nombre d'exigences et une classification par les risques, mais j'y reviendrai. Donc, j'ai mentionné l'article 17 de la loi de bioéthique. Donc cet article, il affirme déjà une obligation de supervision et d'information du patient quant au recours à ces systèmes d'IA. Donc on a un premier paragraphe donc, sur l'information du patient. Donc le professionnel de santé qui utilise pour différents actes un dispositif médical qui comporte un traitement de données massives, donc ce qui inclut tout ce qui est deep learning notamment, doit s'assurer que la personne concernée a été informée et qu'elle est consciente de l'interprétation qui va résulter de ce traitement algorithmique. Et donc on a des exceptions, donc qui sont l'urgence et l'impossibilité d'informer. Et ensuite, on a des exigences d'explicabilité du fonctionnement pour les utilisateurs, qui là sont les professionnels de santé. Donc on a 2 niveaux d'information à mettre en œuvre. L'information du patient et l'information des utilisateurs qui vont devoir s'approprier ces outils. Et donc cet article, il va poser les bases de la supervision humaine by design et en vie réelle de l'algorithme, donc c'est-à-dire post-déploiement. Et donc ensuite, on a effectivement ce projet de règlement sur l'IA, dont l'objectif est d'établir des règles harmonisées dans l'Union européenne autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est un règlement qui va s'appliquer à tous les secteurs et qui va en fait opérer une classification par les risques. Donc il y a 4 niveaux de risque qui vont engendrer un certain nombre d'obligations différentes. Donc on a un risque minime, un risque limité avec des obligations de transparence spécifiques, le haut risque où là on va retrouver notamment tous les dispositifs médicaux et certains autres systèmes qui sont utilisés en santé. Et là on va avoir des exigences spécifiques et notamment une obligation de marquage CE, comme c'est le cas pour les dispositifs médicaux justement. Et ensuite un risque inacceptable avec toutes les pratiques interdites, comme par exemple tout ce qui est scoring social. Et donc le but de ce règlement, ça va être vraiment, donc je reviens à l'enjeu de responsabilité, ça va être vraiment de définir une chaîne de valeur de l'IA et en même temps une chaîne de responsabilité entre les différents acteurs. Et en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que chaque acteur n'empiète pas sur les obligations des autres acteurs, puisque c'est là que ça pourrait complexifier la chaîne et justement créer des transferts de responsabilité, notamment du concepteur vers le médecin, ce qui pourrait engendrer des problématiques particulières. Donc vraiment le but de ce règlement, ça va être de délimiter cette chaîne de responsabilité. Donc j'ai mentionné tous les systèmes à haut risque. Donc pour ces systèmes, donc là on a une annexe spécifique du texte qui va être dédiée à tous les secteurs qui sont considérés comme étant à haut risque, avec des listes de cas d'usage qui vont être considérés par principe comme étant à haut risque. Et donc ensuite on a une autre annexe avec les produits qui sont déjà réglementés au niveau de l'Union, pour lesquels il va y avoir un chaînage en fait, entre les 2 marquages CE, donc notamment tous les dispositifs médicaux. Et ensuite, à droite, donc, vous avez toutes les exigences qui vont être demandées pour ces systèmes à haut risque. Donc tout ce qui est gestion des risques, gouvernance des données, etc. Et effectivement, ce contrôle humain qui doit être mis en œuvre à la fois en conception, qui doit être permis par le concepteur, et ensuite mis en œuvre en vie réelle par l'utilisateur, donc ici, tous les professionnels de santé qui utiliseront ces systèmes. Donc ce marquage CE, pour pouvoir l'obtenir, tous les concepteurs vont devoir faire l'objet d'une évaluation de la conformité, leur système, donc, qui va nécessiter en fait, la construction d'une documentation technique assez précise. Donc, une fois le marquage CE obtenu, le système pourra être mis sur le marché. Et donc, en cas de changement substantiel, on va retourner à l'étape de l'évaluation de la conformité. Et donc, comme je le disais, pour les dispositifs médicaux, il va y avoir un chaînage entre les 2 marquages CE, ce qui fait qu'on va avoir une seule documentation technique, les mêmes qualifications donc pour le fabricant et le fournisseur,
une seule évaluation de la conformité, etc. Donc, ce contrôle humain, ou garantie humaine, ou supervision humaine de l'IA, la particularité de ce texte, donc ça va être une obligation, mais il n'y a pas de méthodologie associée. Ce qui fait que les utilisateurs qui vont devoir mettre en œuvre le contrôle humain dans les établissements de santé n'auront pas de méthodologie ni imposée, ni même préconisée. Donc c'est sur ça qu'on travaille, nous, au sein d'Ethic IA, donc sur la construction de ces méthodologies. Et donc là, vous avez un exemple de notre cas pilote qu'on a mis en œuvre en santé bucco-dentaire, donc pour la solution Auralien de Dental Monitoring, qui est une solution qui permet au personnel soignant en EHPAD de prendre des vidéos de la bouche du patient. Donc ces vidéos, elles vont être transposées en panoramique dentaire et analysées par une IA. Et l'IA, elle va ressortir des notifications et des instructions à destination du personnel soignant. Et donc l'idée, c'était de construire une méthodologie de supervision qui intégrerait des spécialistes en fait, de la santé bucco-dentaire qui auraient donc à charge de superviser les résultats de l'IA et de s'assurer, de vérifier son fonctionnement en vie réelle pour pouvoir identifier soit des dysfonctionnements ou soit de manière générale des actions correctives qui peuvent être techniques ou organisationnelles. Donc la méthodologie, ça a été de réaliser un audit juridique et éthique de cette solution pour pouvoir identifier des points critiques, des points de supervision sur lesquels on va appliquer de l'humain, puisque mettre de l'humain à absolument toutes les étapes de traitement d'une IA, c'est pas pertinent et autant ne pas utiliser d'IA. Et donc à la suite de ça, le modèle de supervision qui a été déterminé, c'est d'organiser des collèges de garantie humaine, donc qui vont intégrer plusieurs parties prenantes et permettre justement un dialogue partagé entre le concepteur et l'utilisateur, et d'organiser plusieurs réunions de ce collège par an pour pouvoir opérer une supervision sur des dossiers qui ont été traités par l'IA. Et donc dans le cas de cette solution, l'idée c'était de donner la donnée brute à des chirurgiens dentistes réviseurs et de leur demander de faire tout simplement le même travail que l'IA pour pouvoir comparer les différences et les discuter en collège. Et donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un dialogue partagé et pluridisciplinaire et pas forcément de déterminer qui a raison entre l'IA et l'humain, c'est pas l'intérêt, mais de faire en sorte que, de vérifier que la meilleure décision ait été prise pour le patient. Et en même temps, d'acculturer et de former les utilisateurs de la solution, donc les médecins en continu, et en même temps d'intégrer aussi à cette discussion des représentants de patients. Donc voilà ce qui a été fait pour cette solution. Donc, les points critiques ici, c'était des critères en fait, qui vont être ressortis par l'IA, donc notamment qui concernent la consultation, l'hygiène, les caries, les gencives par exemple, pour analyser aussi l'angle de la qualité diagnostique de l'IA. Et à partir de ces critères, on va regarder les écarts et le but, c'est de formuler des actions correctives en continu. Et le but aussi, c'est d'avoir une méthodologie évolutive qui puisse intégrer soit de nouveaux critères, soit réduire certains éléments, par exemple le nombre de réunions, les augmenter. Le but, c'est vraiment d'évoluer en fonction et avec le système d'IA. Merci Sarah. Je ne vais pas venir dans le détail des cas d'usage pour ne pas être redondant avec l'intervention antérieure. Juste en les balayant rapidement, vous avez maintenant des solutions très opérationnelles, n'ont pas de lien contractuel évidemment dans le domaine de la reconnaissance d'image en ophtalmologie, sur l'interprétation des clichés de fond d'œil, tu peux avancer. Dans le domaine de l'interprétation des mammographies. Alors ça, c'est un point important parce que c'est un programme sur lequel on travaille avec les centres de lutte contre le cancer et en particulier avec Pierre Véra du CLCC de Caen pour essayer de déployer des programmes de garantie humaine de l'IA en oncologie avec Unicancer. Et vous le comprenez, il y a un vrai enjeu, et ça peut concerner directement l'ARS, d'amélioration de la prévention du cancer du sein en permettant de déployer des mammographes dans la ruralité, sous contrôle médical et avec un contrôle, le cas échéant en téléradiologie, de radiologues formés à la mammographie. Ça va permettre de bouger les pratiques pour pouvoir étendre la prévention du cancer du sein. Tu peux avancer. Voilà des cas qui avancent également. Deuxième exemple de garantie humaine. Donc là, pardon, tu peux revenir en arrière. Vous évoquiez, docteur, juste avant, les cas de reconnaissance d'image de 1000 vues, d'AZMed, de l'AC Glimmer. Il y a toute une série de solutions qui amènent de bons résultats. Et là, le protocole que Sarah et l'équipe ont mis en place à Saint-Joseph à Paris, c'est un protocole où la nuit, le système d'IA est utilisé
sous contrôle des équipes d'urgence, sans présence de radiologue, mais avec une réinterprétation de fractures des images par les radiologues entre J+1 et J+2. Et donc ce protocole in situ de Saint-Jean a été développé et mis en œuvre ex situ en téléradiologie, ce qui permet, vous l'avez compris, on va pouvoir, si ça te va Sarah, arrêter la présentation là, ça permet en fait, et c'était ça mon message central, d'élargir l'accès aux soins de spécialité. C'est vrai aussi dans le domaine de la dermatologie, avec par exemple, je l'ai vu au Portugal au printemps, des systèmes d'IA qui sont utilisés entre les mains d'infirmiers libéraux qui vont aller faire une photo au domicile des personnes. Vous l'aviez mentionné, docteur, sur la détection du mélanome et du carcinome, et une alarme déclenchée par IA mobilise une téléconsultation avec un dermatologue. Donc voilà un peu le message clé, c'est que là on est dans le réel opérationnel, et je le dirai en conclusion de cette intervention à deux voix, que le tableau a été modifié en 2023 avec l'irruption de l'IA générative. Puisque la plupart des acteurs du système de santé ont maintenant un usage à des solutions d'IA générative type ChatGPT dans leur vie de tous les jours, et que cet effet, d'une certaine manière, on le voit sur le terrain, sur la trentaine de territoires où on accompagne les acteurs de santé maintenant, a pour effet de décomplexer les directeurs, les médecins, les soignants sur les recours, vous avez raison docteur, de ces solutions d'IA de reconnaissance d'images qui aujourd'hui constituent la grande majorité des cas déployés sur le terrain. L'IA générative en santé arrive, avec des systèmes, par exemple, un système présenté par la Poste il y a quelques jours sur la reconnaissance d'images, enfin l'IA générative appliquée aux dossiers patients informatisés. On va dans cette direction, mais le réel de 2023, c'est un réel de déploiement de ces solutions de reconnaissance d'images pour rapprocher l'accès aux soins de spécialité des patients, et avec des enjeux majeurs d'accessibilité des soins dans la ruralité, dans les quartiers urbains difficiles. Et je sais que c'est une des thématiques auxquelles vous réfléchissez très fortement en Normandie. Donc à votre disposition pour, au-delà de cette journée, vous accompagner dans cette direction. Et vous l'avez compris, ce sera une obligation pour tous. Dans un an, pour les solutions d'IA générative en application du règlement européen. Dans 2 ans, pour tous les systèmes d'IA en santé, la mise en place d'une garantie humaine de la conception à l'application en vie réelle. Voilà, merci de votre attention. Je propose qu'on s'arrête là, Sarah, pour garder un temps pour des questions, s'il devait y en avoir dans la salle. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur cette question? Non, je crois que ça y est, on a fatigué tout le monde. Merci beaucoup à tous les deux pour cette super intervention qui clôture donc cette première journée de l'éthique du numérique en santé. On vous a déjà gardé plus que de raison. J'espère que vous nous en tiendrez par rigueur. Merci à tous d'avoir été présents jusqu'au bout. Merci beaucoup à Méaven d'avoir été à mes côtés pour cette journée. Merci à l'équipe e-santé de l'ARS Normandie et notamment à Gaëtan et Clara qui sont là, qui ont organisé cette journée. Et puis il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et un excellent week-end. Merci beaucoup évidemment à la DNS d'avoir fait le chemin. Brigitte, bon retour. Et puis on vous donne rendez-vous pour la prochaine journée. Alors ce sera peut-être pas une journée que d'éthique, ce sera une journée peut-être de la e-santé, mais l'éthique aura toujours sa place. En tout cas, c'est un engagement de l'ARS. Au revoir à tous.